Je suis super contente aujourd'hui d'être de retour derrière mon micro pour enregistrer le premier épisode de la 4e saison de l'orthophonie simplement. J'ai envie de commencer cette saison-là en vous disant un énorme merci. Merci d'être là, merci d'écouter mes épisodes, merci de les partager. Je suis toujours très, très heureuse de savoir que le contenu que je produis est utile, qui vous aide, qui vous donne des trucs, des conseils, qui vous permet de mieux comprendre la réalité en lien avec le langage, le développement du langage, les difficultés langagières, les difficultés d'apprentissage, etc. Donc, merci d'être là, merci de continuer à partager. Je viens juste de regarder les statistiques, justement. Je suis rendue à environ 74 000 téléchargements, écoutes. Pour le podcast, c'est un grand, grand bonheur pour moi de voir ces chiffres-là. Voilà, donc si vous aimez le podcast, je vous invite à justement le partager les épisodes, partager les visuels que je publie sur mes réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans mon univers via le podcast. Et en fait, j'arrête pas de le dire, là, mais mon objectif, c'est d'aider le plus de personnes possible à mieux communiquer. Un de mes nouveaux objectifs, ça va être d'aider les autres à faire autrement, à innover, à repenser, à revoir les façons de faire actuelles. Et bref, plus il y a de personnes qui entrent dans mon univers, plus je sens que ce message-là est véhiculé et que je peux atteindre cette belle mission que je me suis donnée. Donc, ceci étant dit, à la fin de la saison 3, j'ai parlé un petit peu de mes projets. Je vous reparle un petit peu de mes projets qui s'en viennent là, pour les prochains mois, du moins, parce que je viens de faire mon bilan, mes objectifs, et je sais un peu où je m'en vais. Non, je sais très bien où je m'en vais, en fait, dans les prochains mois. Donc, en gros, je vous parle un peu de ça, puis après, on va aller directement dans le sujet du jour. Une des choses que j'ai envie de vous dire pour commencer, c'est que il y a plusieurs projets qui s'en viennent et il y a plusieurs projets qui vont toucher différentes personnes qui ont différents rôles, qui travaillent ou qui sont dans différents milieux. Et donc, j'ai décidé pour simplifier le tout, pour m'assurer que les informations se rendent aux bonnes personnes, de faire différents envois courriels. Donc, si tu es déjà abonné à mon infolettre, tu as probablement reçu 2 ou 3 courriels en lien avec ça. Je le mets maintenant dans chacun de mes envois. En fait, je t'invite à identifier ton rôle, ta fonction, pourquoi tu me suis, qu'est-ce que tu recherches comme contenu, parce que je vais faire des envois courriels vraiment plus spécifiques et plus précis. Et donc, dans les prochains mois, je prépare en fait une formation. Je suis là-dedans. En ce moment, je suis en train de développer le contenu de cette formation-là. Et je dis une formation, ce ne sera pas vraiment une formation, encore une fois, c'est un accompagnement à mon objectif dans les prochaines années. Oui, c'est de transmettre des informations, du contenu, mais de le faire de façon différente. De le faire plus en mode accompagnement, en mode donner des outils pour que les personnes puissent mieux comprendre, mieux observer. Bref, de faire les choses un petit peu autrement. Donc, ça ne sera pas nécessairement des formations que je vais créer. Moi, je vais appeler ça des expériences, des accompagnements. Je veux partager comment mon cerveau réfléchit, comment mon cerveau analyse, comment mon cerveau observe les enfants, les besoins, les défis, les difficultés pour que il y ait de plus en plus de personnes qui soient capables de faire ces observations-là, eux aussi, sans nécessairement attendre toujours la première rencontre avec l'orthophoniste. Tout ça pour dire que mon contenu va être de plus en plus partagé, divisé, spécifique et que je vais vraiment me diriger vers encore plus d'accompagnement, encore plus d'innovation, encore plus donner du pouvoir en fait aux autres personnes, donner des connaissances qu'elles peuvent utiliser sans nécessairement avoir toujours besoin du support d'un orthophoniste. Donc, ceci étant dit, j'ai une formation qui s'en vient sur les habiletés en lecture, en écriture, donc de la conscience phono, donc du début de la maternelle jusqu'au milieu du secondaire. Donc, tout ce qui est l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, tous les prérequis, les difficultés qui sont en lien soit avec un trouble spécifique des apprentissages, donc ce qu'on appelle une dyslexie, dysorthographie, encore plus communément, et tout ce qui est en lien plus avec les difficultés langagières, parce que les défis sont pas les mêmes. Donc, vraiment faire le tour de tout ça, puis encore une fois, il va y avoir du contenu théorique dans cet accompagnement-là, mais il va aussi avoir beaucoup d'accompagnement, de soutien, de support, de comment observer notre enfant, comment analyser, comment regarder ses défis, comment mieux comprendre ses défis, etc. Donc, je suis en train de préparer ça s'en vient. Ça aussi, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez
me laisser votre adresse courriel, puis je vais vous envoyer des informations quand le programme va se développer et quand il sera en vente. Ça va aller au mois de mars. Mais d'ici là, je vais partager quand même beaucoup de contenu en lien avec tout ceci, toutes ces habiletés-là. Donc, ça, je suis en train aussi de développer. En fait, j'ai déjà développé un accompagnement pour les professionnels qui souhaitent eux aussi revoir leur façon d'offrir des services, peaufiner leurs services, innover dans leur façon d'intervenir, etc. Donc, je suis en train de peaufiner moi-même mon programme d'accompagnement pour les professionnels. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'offre. Et je fais des formations sur mesure. J'ai eu beaucoup de demandes récemment de conférences, de formations sur divers sujets, que ça soit pour des milieux de garde, que ça soit en CPE ou pour les responsables en service de garde en milieu plus familial, que ce soit des conférences pour les enseignantes, que ce soit de la formation pour les enseignantes, les orthopédagogues, etc. Donc, bref, j'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et oui, je fais ce type de formation-là. Je fais des formations sur mesure en fonction des besoins, des enjeux, des milieux, de la clientèle, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je peux faire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste me faire signe et ça va me faire plaisir de discuter de tout ça avec vous. Et le meilleur endroit, toujours pour être au courant de tout ce qui se passe, c'est mon infolettre. Je vous laisse encore le lien si vous n'êtes pas dans mon infolettre. C'est vraiment l'endroit où je vais me concentrer dans les prochains mois, où je vais partager beaucoup de contenu. Oui, je vais être encore présente sur les réseaux sociaux, mais je veux vraiment mettre le plus d'attention puis d'efforts sur mon infolettre et sur le podcast. Donc voilà, mon petit intro qui était un petit peu longue pour ce début d'année. Donc, le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qu'on me pose très souvent, très régulièrement, qui peut en fait rendre la stimulation du langage peut-être plus complexe et plus difficile. Et c'est de savoir quoi faire ou comment aider, soutenir un enfant qui ne va pas imiter ou qui ne va pas reprendre le modèle verbal. Hein? Vous savez, dans les stratégies, une des stratégies dont on parle le plus souvent en lien avec la stimulation du langage et en fait dans plusieurs domaines, je voudrais c'est d'être un modèle, de donner un modèle pour que l'enfant puisse entendre et éventuellement essayer de reprendre ce modèle et s'améliorer. Par contre, c'est pas tous les enfants qui vont reprendre le modèle verbal. Et quand on parle des jeunes enfants, des plus jeunes enfants, hein, souvent les enfants vont apprendre beaucoup par imitation. Quand on parle souvent des premiers mots, des premières combinaisons, des phrases ou tout ça, ils vont beaucoup apprendre en imitation. Ils entendent ce que l'adulte va dire ou le grand frère, la grande sœur, autre ami, et ils vont essayer de l'imiter et donc de produire le même mot que l'autre personne. Et bref, c'est comme ça qu'ils vont apprendre, entre autres, là, à produire leur premier mot. Par contre, si l'enfant n'imite pas ou reprend pas spontanément un modèle verbal, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous dirais que la première chose à garder en tête, la première chose à essayer d'observer, c'est de comprendre pourquoi l'enfant, il fait pas d'imitation ou il reprend pas le modèle. OK? Ça a l'air bien simple comme ça, mais souvent, on va pas nécessairement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. C'est quoi la raison derrière ça? Donc, est-ce que, par exemple, l'enfant, il n'a jamais fait d'imitation? Il y a des parents qui me consultent et qui me disent « Ah, ben mon enfant, c'est pas un enfant qui va beaucoup observer, qui va beaucoup imiter, justement même des gestes, même des sons. Tu sais, je vais faire des sons avec la voiture, il va me regarder, il va sourire, mais il ne va pas nécessairement imiter. » Donc, ça, c'est une chose. Si l'enfant n'a jamais fait d'imitation ou n'a pas fait d'imitation, c'est pas la même chose qu'un enfant qui avait l'habitude, par exemple, d'imiter ou de reprendre le modèle puis que finalement, il a arrêté éventuellement. Donc, est-ce qu'il l'a déjà fait? Est-ce qu'il va faire de l'imitation autre que verbale? Donc, est-ce que c'est un enfant qui va imiter, par exemple, des gestes, mais pas des sons ou des mots, ou ni un ni l'autre, il ne va pas faire du tout d'imitation? Après ça, il pourrait y avoir des enfants qui ne sont juste pas attentifs, ne sont pas assez attentifs avec nous. Il y a des parents qui me disent « Ah, mon enfant, j'ai son attention à peine 2 secondes. Après ça, il se retourne, il regarde pas ma bouche, il regarde pas mes lèvres. Il n'est pas en mesure de reprendre le modèle parce qu'il n'est pas en mesure même de capter ce modèle-là. Il n'est pas assez attentif. » Fait que je vous reviens avec ça un petit peu plus tard. Ou des fois, ça peut être même un enfant qui est juste tanné. Il y a des enfants, des fois, qui disent à leurs parents d'arrêter de toujours leur donner le modèle. Quand c'est des enfants plus vieux, c'est des enfants qui ont eu déjà beaucoup de stimulation, du suivi ou un soutien. Ça arrive que certains enfants vont juste dire « arrête de dire les mots, arrête de parler », même un petit coco qui avait dit ça à sa maman, donc ou qui veulent juste pas le reprendre parce que c'est difficile, ça fonctionne pas, ils n'y arrivent pas, sont conscients de leurs défis, etc. Fait que selon la raison, notre réaction, notre façon d'accompagner ces enfants-là va être très différente. Je commence avec des trucs pour les enfants qui sont plus jeunes ou les enfants qui n'ont jamais vraiment imité, qui ne produisent pas de mots, peu de mots ou tout ça. Bref, des enfants qui n'ont pas tendance à imiter spontanément.
Une des premières choses qu'on va essayer de faire avec eux, c'est justement d'imiter autre chose que des sons et des mots. Parce que souvent, on va essayer de commencer avec des sons et des mots et c'est beaucoup plus facile, surtout si c'est un enfant qui a des défis au niveau de son expression, c'est beaucoup plus facile pour lui d'imiter autre chose que des mots. Donc, par exemple, imiter des gestes moteurs ou ça peut être des bruits ou des choses comme ça. L'autre chose à garder en tête, c'est que ça soit vraiment, vraiment ludique, vraiment agréable, que ça soit là, une activité géniale pour l'enfant qui trippe à faire ça, l'imitation. On veut amener l'enfant à imiter dans un contexte où c'est vraiment cool, OK? C'est le fun, on a du plaisir, on joue, c'est drôle, c'est facile. On n'est pas dans un contexte où on veut apprendre quelque chose, l'amener à imiter des mots, l'amener vraiment à faire comme nous. Là, je donne des exemples. On pourrait taper sur différents objets puis faire qui font des bruits différents, puis faire un son en même temps. Fait qu'on pourrait, par exemple, avoir une casserole, on pourrait avoir une boîte, on pourrait avoir, ça pourrait être même des petits maracas à la limite, ça pourrait être n'importe quel objet qui font des sons différents. Un objet plus, je veux dire, une canne de conserve qui fait plus un bruit métallique, n'importe quoi, OK? Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de sur quoi on va taper, on va faire vraiment un jeu où on veut amener un échange réciproque. Donc, nous, on fait un son, on essaie d'encourager notre enfant à faire un autre son. Puis, en fonction de sur quoi on va taper ou avec quoi on va jouer ou qu'est-ce qu'on va manipuler, on va faire un bruit différent avec notre bouche. Fait que oui, il y a le bruit qu'on tape sur la boîte, mais en même temps, on va dire quelque chose. Fait que si on prend la boîte, par exemple, on va faire tap, 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 tchic, 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 boum, boum. Tu sais, là, on peut faire vraiment des sons variés. Puis là, on va faire tap, tap, tap. Puis là, quand on va changer, on va le faire plusieurs fois. On va essayer d'amener notre enfant à le faire avec nous, à taper avec nous. À la limite, on peut même prendre ses mains puis le faire avec ses mains. Pam, tap, 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 tap avec lui. On pourrait faire des tours de rond, on pourrait dire à moi, à toi. Tu sais, vraiment l'amener à ce que ça soit le fun, que ça soit drôle, qu'on joue, que ça soit inattendu. Puis là, justement, on va prendre un autre objet, puis là, ça va faire un autre son. Puis là, on va prendre un objet autour de nous. Tu sais, fait que bref, essayer de faire ça comme quelque chose qui est très amusant, très stimulant pour l'enfant. Ça, c'est un enfant qui est plus jeune, évidemment. On va choisir des sons qui sont très, très simples, très, très faciles, que l'enfant va pouvoir reproduire très, très facilement. Un autre exemple, ça pourrait être de faire des bruits dans des jeux qui sont plus moteurs, dans des jeux qui sont plus physiques. Encore une fois, des bruits très simples. Ça pourrait être juste de quand on glisse, si mettons on va au parc, on glisse, on fait « wouh », quelque chose comme ça. C'est une voyelle, c'est souvent très simple à produire pour les enfants. Puis à chaque fois qu'on glisse ou qu'on fait glisser l'enfant, on fait « wouh », comme ça. Puis on essaie de l'amener à le faire. On le refait, on le refait, on le refait. Puis là, ce qu'on va appeler des routines verbales pour les petits, c'est de faire justement une activité répétitive où on fait toujours un même son, un même bruit ou un même mot. Puis là, on va faire une pause. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Puis éventuellement, on va faire une pause, puis on va attendre. Puis on va laisser le temps à l'enfant d'avoir la chance d'essayer de le faire. Fait que s'il le fait pas, on refait « wouh » comme ça. Puis s'il commence à faire ouh, puis là, vous voyez pas mon visage, mais j'ai un visage très expressif avec des mains qui accompagnent mon wouhou. Donc, pour encourager vraiment l'enfant à le faire. Puis s'il le fait pas, on le fait encore, on continue, on continue, on continue. Fait qu'éventuellement, si c'est un jeu qui est très agréable, très stimulant, très plaisant, il y a de fortes chances que l'enfant ait envie de nous imiter dans le jeu pour participer avec nous. Sinon, faire des bruits avec des personnages, si votre enfant est peut-être un peu plus vieux, qu'on peut manipuler peut-être des petits objets, des personnages, des figurines ou dans un jeu. Là, je dis ça pourrait être des voitures, mettons que c'est un personnage, on pourrait faire « Wow! Je vole! Youhou! » quelque chose comme ça. Fait que si on fait « Je vole! Youhou! » avec notre personnage en manipulant, il y a aussi des chances que notre enfant le fasse. Probablement qu'il ne va pas dire « Je vole » si c'est un tout petit, mais peut-être qu'il va prendre un personnage et va faire « Ouh! » quelque chose comme ça. Essayez de faire comme nous. Encore une fois, c'est drôle, c'est ludique. Là, on préfère tomber, on préfère boum, on préfère ouch, bobo, quelque chose comme ça. De vraiment très simple avec des bruits, des gestes. Fait que vraiment essayer d'avoir du fun avec l'enfant en répétant les mêmes mots, souvent avec les mêmes actions pour qu'il puisse associer une action, un geste avec un mot ou avec un son, puis qu'il soit tenté d'essayer de le faire parce que c'est le fun. Puis on lui laisse aussi des pauses. Je disais tantôt, un peu comme dans le principe des routines verbales, mais on va faire quelque chose, on laisse une pause, on regarde l'enfant, on peut manipuler, puis même faire notre bruit, puis faire notre geste avec notre personnage, par exemple, mais pas faire le son une fois, puis voir, le regarder avec des grands yeux, comme pour l'inciter à essayer de le faire. Puis s'il le fait pas, on le refait, on le refait et on le refait. Donc ça, c'est une façon pour les enfants qui sont plus petits. L'autre chose, il y a des enfants qui vont refuser de reprendre des modèles par choix. OK? Donc, je dis souvent, mais c'est super, super important de ne pas insister pour qu'un enfant s'exprime, parle, produise des mots. Si on insiste, c'est parce que c'est des mots qui sont choisis, ciblés et qu'on sait que l'enfant a les capacités de le reproduire.
Donc, je dis souvent ça pour les sons dans les mots. Donc, on va pas exiger un enfant qui essaie de produire correctement un mot s'il n'a pas les capacités de faire un son en particulier. C'est des choses qu'on travaille vraiment en étapes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête, de ne pas lui demander de dire des mots s'il n'a pas les capacités de les produire. Dans cette optique-là, vous pouvez écouter l'épisode 29 qui est sur la prononciation, comment aider un enfant à mieux prononcer les sons dans les mots. Donc, ça va être important de vraiment se fier à où est-ce qu'il est rendu puis de ne pas insister pour qu'il dise certains sons quand il n'est pas capable de le dire finalement. Donc, si vous voulez plus de détails, allez écouter l'épisode 29. J'en parle de loin en large dans cet épisode-là. Quand je disais tantôt, des fois, les enfants sont tannés d'entendre les modèles, parce qu'une des choses quand l'enfant a des difficultés, c'est qu'on va le dire, reprend le modèle, on lui redonne le modèle pour qu'il, au moins, il entende la bonne forme. Si l'enfant est tanné de l'entendre le modèle puis il vous le dit, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est « je veux juste que tu l'entendes. Juste que tu entendes le mot. Point. » C'est juste ça qu'on va lui dire. Puis, tu sais, juste pour qu'il comprenne que c'est pas une demande, c'est pas une incitation, c'est juste « ah, ben moi, je veux juste que tu l'entendes. » On dit ça comme ça, puis habituellement, ça passe quand même pas si mal, je vous dirais. Sinon, des fois, il y a des enfants que s'ils sentent une trop grande pression, on leur met une grande pression. Puis je dis ça, là, je mets des gros guillemets, puis vous ne me voyez pas encore une fois. Des fois, j'oublie que je suis juste en audio. Mais bref, l'idée, c'est que si l'enfant a l'impression qu'on veut qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'il communique, des fois, c'est un frein pour eux. Il y a certains enfants là, que si on lui demande de le dire, si on demande de le dire avec des mots, qui vont être vraiment pas très réceptifs à ça, ils vont sentir une pression. Et ça, c'est pas bon, c'est pas ça qu'on veut. Fait que juste de voir comment votre enfant réagit à ça, il y a des fois que ça fonctionne. Fait qu'il y a des fois qu'il y a des enfants qu'on va lui dire « demande-le avec des mots, dis-moi-le avec des mots », ou qu'on va comme juste, j'ai des parents qui vont dire, mettons, quand ils savent très bien que l'enfant est capable de le dire, mais qui va pointer à la place, ils vont dire quoi ou qu'est-ce que tu veux, ils vont poser une question comme ça. Des fois, ça fonctionne. Je vous dirais que c'est pas ce que je recommande d'emblée, mais oui, c'est vrai que ça fonctionne pour certains enfants. Exemple, si un enfant qui va pointer quelque chose, puis la mère va dire, par exemple, « dis maman une banane ». OK? Ou « maman banane ». Fait que si la maman demande à son enfant de lui dire « maman banane » en lui disant « dis-moi maman banane », il y a certains enfants qui vont le faire, qui vont le produire pour obtenir ce qu'ils veulent en fait, pour répondre à leurs besoins. Il faut juste faire attention à ça, je vous dirais. Oui, ça peut fonctionner, oui, il y a certains enfants qui vont accepter de le dire. Mais dans le fond, ce que ça va créer un peu, c'est plus une obligation d'utiliser les mots plutôt qu'une compréhension de l'utilité des mots. Okay? Ce que je veux dire, c'est que l'enfant ne va pas nécessairement dire des mots pour communiquer, avec un sentiment de vouloir communiquer quelque chose à son parent. Il va dire le mot pour répondre à la demande de l'adulte qui lui demande de dire le mot. OK? Et ça, c'est une nuance qui est quand même assez importante parce que ce qu'on veut, c'est que l'enfant communique de façon spontanée et naturelle et qu'il réalise l'impact qu'utiliser des mots, des phrases éventuellement, va avoir sur son interlocuteur. Donc, quand je dis « maman banane », bien, maman comprend que je veux une banane. OK? Puis éventuellement, on va vouloir que l'enfant dise « maman, je veux une banane ». Donc, c'est plus précis. Mais l'intention de communication derrière ça, ou la compréhension que l'enfant de l'importance d'utiliser des mots, elle n'est pas la même que si l'enfant pointe quelque chose, on lui dit « dis banane ». Puis l'enfant, il dit « banane ». Parce que l'adulte a demandé de dire « banane ». OK? On n'est pas du tout à la même place. Et nous, on vise vraiment une communication qui est plus intentionnelle et qui est plus spontanée et qui a un objectif de communiquer une information, de transmettre un message. Ça peut fonctionner, mais moi, je vous dirais, je ne le recommande pas, puis faites attention à ça pour pas que ça devienne comme une réponse à l'adulte et non une façon de communiquer. Sinon, une des choses qu'on dit tout le temps dans les stratégies, là, si vous me suivez, vous avez sûrement déjà entendu cette stratégie-là, c'est de donner des choix. Donc, on donne des choix, les enfants, ils peuvent choisir un ou l'autre. Pour certains enfants, la compréhension du concept de choix n'est pas là, donc c'est assez complexe. Ils veulent les deux, ça crée des situations problématiques. Fait que c'est une stratégie qui peut bien fonctionner comme elle ne peut pas bien fonctionner. Ça va dépendre des enfants, ça va dépendre si, je vais dire cognitivement, mais s'ils sont rendus, s'ils ont la capacité de comprendre le concept de choix. C'est pas le cas pour tous les enfants, ça dépend de leur âge, ça dépend de leur développement, etc. Une des autres choses qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle une phrase porteuse. Et ça se fait très bien dans un jeu, une activité qu'on fait avec l'enfant. L'idée ici, c'est de faire une phrase où on va donner une information, où on va faire une phrase et il va y avoir une pause. On va s'attendre à ce que l'enfant complète la phrase. Donc, par exemple, si on joue avec l'enfant puis on dit « Ah, on prépare une soupe. » On joue à la cuisine, on fait semblant. Là, tu dis « Ah, tu mets des carottes et moi, je mets... » Puis là, on voudrait que l'enfant dise
je sais pas moi, du brocoli ou des nouilles ou du bouillon, quelque chose comme ça éventuellement. Bon, ça peut être quelque chose de plus simple, on s'entend, mais voyez un peu le concept. Puis l'idée ici, c'est que quand on va utiliser ce genre de phrases-là, on va essayer de formuler des phrases qui font en sorte que l'enfant, quand il va dire quelque chose, ça va avoir un impact sur nos actions à nous. Donc, si on dit « moi, je mets », puis l'enfant, il dit des tomates, bien, en fait, là, on va mettre des tomates dans la soupe. Et donc, le fait que l'enfant ait dit le mot tomate, ça va avoir un impact sur notre action à nous. Et donc, là, l'utilisation de mots ou le fait qu'il s'exprime, ça va lui permettre d'avoir, je ne vais pas dire un contrôle, mais un peu une influence. Il va voir que quand il utilise des mots, ça a une influence sur le contexte, sur l'environnement, sur l'autre personne. Et ça, c'est vraiment une belle gratification, en fait, de l'utilisation du langage. Donc, j'utilise des mots et « Ah, maman fait ce que je lui demande. Chouette. » OK? Donc, ça. Fait que ça, c'est super important. Fait que quand on fait les phrases porteuses, on peut essayer de faire une phrase, justement, où il y a un trou, puis que quand l'enfant va s'exprimer, ça va avoir un impact sur comment nous, on réagit ou qu'est-ce que nous, on fait comme geste, comme action pour la suite. Puis sinon, toujours les questions ouvertes. Hein, je prends la voiture rouge. Elle va où, la voiture rouge? Puis là, l'enfant, ça se peut que l'enfant pointe. Hein, c'est un enfant qui ne va pas s'exprimer beaucoup, tout ça. S'il pointe ou il montre, bien là, nous, on va pouvoir nommer « Ah, elle va en haut ». Puis si l'enfant va dire quelque chose, mais qu'il y a une erreur dans la phrase, bien là, on va pouvoir redonner le modèle verbal. Puis, tu sais, quand on redonne le modèle verbal, là, l'idée du modèle verbal, en fait, c'est pas nécessairement toujours que l'enfant essaie de reprendre. Si l'enfant essaie de reprendre après nous, on est content, ça lui donne l'occasion de se pratiquer. Mais c'est pas tous les enfants qui vont reprendre spontanément le modèle verbal, hein, d'où cet épisode, et c'est pas si grave que ça. Donc, on garde aussi en tête que l'exposition, c'est aussi important que la production. Puis en fait, l'exposition, ça permet à l'enfant de comprendre le concept et c'est un prérequis en fait à la production des mots. Donc, c'est tout aussi important que l'enfant soit exposé. Et donc, même si on donne des modèles, et que l'enfant ne reprend pas le modèle et donc ne fait pas de production verbale ou ne se corrige pas ou ne reformule pas correctement ses phrases qui contiennent des erreurs, c'est pas nécessairement grave parce qu'il l'entend. Et c'est aussi important ça que la production comme telle. Pour communiquer, pour transmettre une information, pour produire un mot ou une phrase de façon fonctionnelle, l'enfant doit avoir associé le concept, la structure de phrase, la syntaxe, tout ça, avec le sens et avec la forme sonore. Donc, on va partir avec un mot, ça va être plus simple pour que je l'explique. Mais tu sais, par exemple, si l'enfant, justement, on a une tomate, bien, l'enfant doit comprendre que le concept de tomate ou le sens tomate, hein, le fruit rouge qu'on mange, tout ça, il doit l'associer à la forme sonore qui est tomate, tomate, comme ça. Fait qu'il doit décortiquer tout ça dans sa tête, il doit tout placer ses articulateurs, mais tu sais, à la base, il doit associer le concept à la forme sonore. Et ça se fait beaucoup en exposition. Et donc, c'est pas parce qu'un enfant ne fait pas de production ou n'essaie pas de le faire qu'il n'est pas en train d'apprendre. Donc, on garde ça en tête. Fait que si votre enfant ne reprend pas les modèles verbaux, on n'arrête pas de donner des modèles. On continue. Au moins, on l'expose, on fait des connexions dans son cerveau, on l'aide à créer ces chemins-là entre le sens et la forme sonore et ça va être très utile éventuellement quand il va produire le mot. Puis là, après ça, on peut utiliser les autres trucs que je vous disais, choix, phrase porteuse, question ouverte, pour un peu l'inciter à le faire sans nécessairement l'obliger ou lui demander. Puis si vous lui demandez et qu'il réagit bien, on fait attention à tout ce qui est la communication en arrière de ça. Okay? Il faut vraiment éventuellement que l'enfant ne le fasse pas juste pour nous faire plaisir ou pour répondre à la demande de l'adulte ou parce que s'il ne le dit pas, il n'y aura pas ce qu'il veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut que l'enfant l'utilise de façon fonctionnelle et qu'il comprenne que ça lui sert à communiquer, que c'est une façon plus efficace de communiquer que d'autres méthodes qu'il pourrait avoir en ce moment. Puis c'est un peu la même chose, là je parle beaucoup pour les jeunes enfants, mais c'est un peu la même chose pour les enfants, par exemple, qui ont des difficultés au niveau de l'articulation, de la prononciation, que leurs structures de phrases ne sont pas nécessairement adéquates. C'est un enfant qui va dire « il » au lieu « d'elle », par exemple. Bien, en fait, c'est que des fois, ça va créer des bris de communication. Puis ça, c'est important que l'enfant comprenne que dans le fond, quand on lui redonne le modèle ou qu'on essaie de l'amener à corriger ses erreurs ou quand on fait de la stimulation par rapport à, par exemple, il, elle, bien, c'est qu'éventuellement, s'il dit elle ou s'il dit il puis que c'est une fille, bien, ça peut entraîner un bris de communication selon le contexte. Et si l'enfant n'est pas conscient de ça, bien, il n'aura pas tendance à vouloir essayer de se corriger ou de reprendre le modèle. Fait que, tu sais, il y a aussi cet aspect-là. Fait que c'est pas juste pour les jeunes enfants qui ne parlent pas, c'est que quand on va faire des erreurs,
Parfois, quand on va faire des erreurs au niveau, mettons, de la syntaxe ou de la prononciation, bien, ça va faire en sorte que notre interlocuteur, il ne va pas très bien comprendre finalement ce qu'on voulait dire, il ne va pas comprendre la bonne chose, et là, on ne va pas se comprendre, bris de communication, puis on ne veut pas avoir ça, ou le moins possible, en fait. Puis, dernier petit point dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a certains enfants ou certains, je vais dire profils d'enfants qui vont imiter ou qui vont répéter sans avoir nécessairement intégré le sens ou sans avoir un objectif de communication. OK, des fois, on va parler d'écolalie, on va parler d'écolalie différée, etc. Fait que, par exemple, un enfant qui va reproduire les mots qu'il a entendus pendant la lecture d'un livre d'histoire, il va reprendre, par exemple, on a lu une histoire avec lui, on a lu l'histoire quelques fois avec lui, il va reprendre le livre, il va être capable de raconter, entre guillemets, l'histoire ou de parler de ce qu'il y a dans le livre en utilisant les mots que nous, on a utilisés, mais sans nécessairement dans un objectif de communication ou de raconter l'histoire à papa-maman ou d'échanger en fonction du livre, juste de nommer, en fait, reproduire exactement ce qu'on a fait avec lui lors de la première lecture ou lors des lectures précédentes. Puis à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement un objectif de communication. Il va prendre un livre puis il va répéter un petit peu ce qu'il a retenu en lien avec ce livre-là, cette histoire-là, ces images-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Sinon, par exemple, c'est tous les enfants qui vont reproduire soit des paroles qu'ils ont entendues dans une émission, des petits morceaux de chansons, vraiment comme des brides de conversation, des morceaux de paroles, des échantillons de paroles, qui vont les répéter, les reproduire à plusieurs occasions, mais pas nécessairement toujours dans le bon contexte, pas toujours de façon appropriée ou pas nécessairement toujours dans un objectif de communiquer une information à une autre personne. Hein? Ils vont juste comme répéter ces phrases-là sans nécessairement avoir un objectif de transmettre une information. Bien, ça, on le voit aussi. Fait à ce moment-là, c'est une imitation, c'est une sorte de vont répéter, reprendre les modèles et tout ça, mais c'est pas nécessairement dans un objectif de communication. Fait qu'on garde ça aussi en tête. Si c'est le cas, moi, je vous dirais, c'est quelque chose, ça peut montrer un défi au niveau de la communication qu'on va appeler, hein. Pas nécessairement du langage, de la parole, l'articulation, mais vraiment plus de la communication, les intentions de communication, à quoi ça sert le langage, pourquoi j'utilise des mots, c'est quoi l'impact de mes mots sur l'autre personne, etc., etc. Donc, si vous observez ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de mieux comprendre, mieux analyser, mieux évaluer pour, en fait, mieux comprendre les besoins et difficultés de ces enfants-là, qui sont plus en lien avec la communication que le langage comme tel la plupart du temps. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si l'enfant ne va pas imiter ou ne va pas reprendre le modèle verbaux, premièrement, on essaie de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. Est-ce que c'est parce qu'il ne l'a jamais fait? Il n'a jamais repris de modèle, c'est pas un enfant qui imite, c'est pas un enfant qui va imiter les gestes, tout ça. À ce moment-là, on va commencer au début avec les gestes, les sons, le plaisir, l'aspect très ludique dans tout ça. Si l'enfant n'est pas attentif, je vous dirais que ce que je vous ai mentionné pour les enfants qui n'ont pas la tendance à imiter, ça va fonctionner aussi pour les enfants qui ont une attention très limitée. Donc, si vous êtes à terre avec des boîtes, des bacs, des boîtes de conserve, puis que vous tapez dessus, puis que vous faites des sons puis des bruits, il y a beaucoup plus de chances que votre enfant soit assis avec vous par terre ou qu'il papillonne autour de vous que si vous essayez de lui faire dire des mots, par exemple. Donc voilà, fait que, on va commencer avec ça pour essayer de capter l'attention. On peut attirer son attention vers notre visage aussi, se mettre à sa hauteur, se pencher. Ça peut être des gestes aussi, là, quand on va faire, mettons, tout ce qui est, mettons, les comptines avec les gestes, ça peut fonctionner très bien pour certains enfants. On ralentit un peu le rythme, hein? Donc pas nécessairement des chansonnettes, vraiment comme des comptines qui sont plus répétitives, qui ont une rythmique, puis on peut essayer de ralentir. Si on fait ça avec des gestes, ça peut être super aussi pour les enfants. On peut les encourager à faire les gestes. Puis on peut essayer de faire des gestes qui sont près de notre visage, hein, de faire des signes, des symboles, des gestes qui sont près de notre visage, mettre les personnages qu'on les fait bouger près de notre visage pour vraiment attirer l'attention vers nous, vers notre visage. Puis on fait ça des petites mini-périodes dans le plaisir. Il faut que ça soit vraiment agréable pour qu'on capte l'attention de l'enfant et qu'il ait envie de le faire avec nous. Donc, ça aussi. Puis sinon, bon, les cocos qui sont plus tannés, ils veulent pas apprendre un modèle, ils n'ont pas envie qu'on leur redonne un modèle, tout ça, bien, on peut leur expliquer. On fait juste leur redire. On peut expliquer là, quand ils sont plus grands qu'on veut essayer qu'ils soient mieux compris. On veut dire que des fois, sinon, ça se peut que je te comprenne pas bien, etc., etc. Puis on peut y aller avec, à ce moment-là, plus des choix, des phrases porteuses, des questions ouvertes, mais toujours en essayant que la réponse de l'enfant ait un impact dans la poursuite du jeu,
dans nos actions comme adultes que quand on essaie de l'encourager à parler, à reprendre un modèle, à compléter nos phrases, faire un choix, tout ça, que ça ait vraiment un impact. Quand il le fait, c'est comme une sorte de récompense pour lui à ce moment-là. Puis ça montre que quand il va utiliser des mots pour communiquer ou qu'il va bien communiquer, qu'il va bien formuler ses phrases, ses idées, bien que l'autre personne va bien le comprendre et que ça va rendre la situation agréable. Ça va être une interaction qui va être le fun et ça va lui donner le goût de recommencer. Donc voilà pour le premier épisode de cette saison. Pour le prochain épisode, dans 2 semaines, je vais parler avec une audiologiste et on va faire le tour de tout ce qui est les difficultés auditives, les otites, le liquide derrière les tympans, etc. Et c'est quoi les impacts de tout ça sur le développement du langage des cocos. Donc, je vous dis à dans 2 semaines.